Philippe Blog. Alors vous êtes le fondateur de Columbus Café, aujourd'hui animateur sur BFM Business, auteur du livre dont nous allons parler dans quelques instants et fondateur de The Ventana Group qui inclut Ventana Édition. C'est quoi Ventana Group? Non, c'est juste mon entreprise qui fait plusieurs trucs à la fois. Qu'est-ce que c'est justement plusieurs trucs à la fois? Non, mais en fait, quand j'ai quitté Columbus Café, c'est-à-dire plutôt quand Columbus Café m'a quitté, parce que vous vous souvenez peut-être, parce qu'on se connaît depuis longtemps, que j'avais créé cette chaîne de café en 94, que j'ai fait rentrer des investisseurs enfin pas rapidement, d'ailleurs quelques années plus tard, et en 2004, j'avais perdu le pouvoir capitalistique. En quittant Columbus, j'ai pas recréé une boîte classique, mais j'ai plutôt créé une structure qui me permet de faire plein de trucs à la fois. C'est-à-dire à la fois, je fais beaucoup de conférences, de la radio, un peu de télé, mes bouquins, j'investis dans des startups. Donc tout ça, voilà, j'édite mes propres bouquins parce que j'en ai marre des éditeurs qui foutent rien et qui vous donnent 10% de droits d'auteur, etc. Donc voilà, c'est ça, cette boîte fait un peu toutes mes activités. Génial. Startup Academy est le nouvel ouvrage motivation dans lequel vous nous réexpliquez le but économique et innovation de la formule startup, tout autant ses avantages et inconvénients. Alors, pourquoi ce rappel et ces explications? Moi, je passe beaucoup de temps à l'invitation de dirigeants d'entreprises plutôt traditionnelles, pas start-up, et je me retrouve dans des boîtes dont les dirigeants de groupes, de banques, de boîtes de distribution passent leur temps à parler de start-up en disant elles sont agiles, elles sont innovantes, nous on est lourds, on a des process, et donc ils passent leur temps à exhorter leurs collaborateurs de se comporter différemment, de copier un peu les startups. Et au fond, je me suis dit, mais qu'est-ce que ces startups ont d'inspirant? Qu'elles font de différent? En quoi est-ce qu'elles réinventent vraiment la façon aujourd'hui de développer une entreprise, comme Camille est en train de développer sa boîte, vous êtes une start-upeuse en fait. Et du coup, je me dis quel est le point commun entre toutes ces boîtes, et j'ai donc décrypté un peu cela, parce que très honnêtement, quand j'ai commencé à y réfléchir, j'étais pas capable de faire une liste de 10 caractéristiques vraiment de start-up, comme ça spontanément. Donc j'ai commencé à y réfléchir un peu. Et du coup, comment vous avez fait? Vous êtes allé à la rencontre de start-up? J'en ai pas vraiment eu besoin, parce que j'ai passé 14 ans tous les week-ends sur BFM à rencontrer des entrepreneurs, et puis j'en ai quand même quelques-uns que je supporte ou que je soutiens, support en anglais, soutien en français en termes de business angel en fait. J'ai choisi 3 extraits sur lesquels nous allons nous pencher, Philippe. Alors, dans le chapitre Changer le monde, même un peu, pour l'exclamation. J'ai aimé cette phrase du président de Michelin avec elle je suis totalement d'accord. Dans le monde du travail, le sens et le pourquoi doivent nourrir en permanence la motivation, sans quoi on perd les gens. Alors les directeurs, managers, salariés et même les entrepreneurs travaillent à trop en oublier le cœur de leur création et du pourquoi ils font, vous trouvez? Oui, il y a un vrai sujet en ce moment. Il y a un vrai sujet aujourd'hui sur pourquoi on se lève le matin. Et c'est peut-être une des raisons, peut-être que se lever pour défendre une cause qui vous tenait pas à cœur en termes d'avocate n'était peut-être pas suffisant. Camille, et que vous avez peut-être eu envie de se dire, on va faire autrement. C'est quand je dis ça parce que quand j'ai créé Columbus, je le rappelle tout le temps parce que pour moi c'était une expérience structurante dans ma vie professionnelle. J'avais pas fait en fait uniquement copier Starbucks en 2000. Je rappelle que c'est en 94, un moment où aller imposer un cappuccino emporté. Il est arrivé 10 ans plus tard, donc il fallait quand même imposer le café emporté dans les rues de Paris. C'était pas une affaire tout à fait gagnée, mais ce que j'avais imposé à l'ensemble de tous mes collaborateurs, c'est de leur dire on va pas vendre du cappuccino à la vanille dans un gobelet en carton et des muffins au caramel, on va faire passer chaque jour à chacun de nos clients les 15 meilleures minutes de leur journée, ce qui n'est pas le même métier. C'est-à-dire que mon envie, c'était de faire passer un moment de bonheur aux gens dans une journée de merde. Et en fait, dans les boîtes aujourd'hui, Angela, il y a une maladie qui me traumatise, parce qu'elle est considérée comme une maladie professionnelle. Maintenant, c'est le bore-out. Vous connaissez le burn-out? Burn-out, c'est en gros l'épuisement par la pression. Le bore-out, c'est l'ennui au travail. Or, 30% des Français seraient en bore-out, le bore-out étant faire des jobs répétitifs, sans responsabilité, sans épanouissement, sans sens et sans reconnaissance. Donc quelque part, ce chapitre, il me semble important parce que les startups, même si la plupart ne changent rien, faut quand même le reconnaître, il y a peu de startups qui changent véritablement le monde, mais beaucoup améliorent des petites vies, des petits bouts de nos vies, et le simple fait d'y croire, ou de croire qu'elles peuvent le faire, c'est un formidable moteur en fait qu'elles ont, qui manque aux grands groupes. Donc ça, c'est ce qu'ont les startups et qu'elles peuvent un peu nous apprendre. Et puis en parlant de se lever le matin, il faut aussi avoir une raison pour se coucher aussi le soir. Parce qu'il y a aussi, vous savez, le nombre de gens qui n'ont pas envie de se coucher en se disant je vais me lever le matin, mais pourquoi? Et du coup passent leur nuit devant les séries par exemple. Exactement. Ça n'aide pas, c'est vrai, les séries. Donc donner du sens, c'est un truc vachement important. Exact. Alors dans le chapitre Faire plus avec moins, vous dites aucun créateur d'entreprise ne bénéficie au départ d'autant de ressources qu'elle. Pourtant, aucun ne se plaît ni se sent démuni tant il prend du plaisir à affronter chaque difficulté l'une après l'autre. Trop de moyens tue la créativité?
Ah, complètement. Non, moi j'ai vécu, alors je reviens sur Columbus, moi j'ai vécu 2 phases, une phase riche et une phase pauvre. C'est-à-dire que phase riche, parce que j'avais créé une première boîte avant Columbus, et on a plutôt pas mal d'argent pour lancer le concept. C'était une boîte qui était dans la foulée de mon premier bouquin, Service compris. On faisait de la formation, de l'édition, du conseil, etc. Donc on avait plutôt les moyens. Et puis du coup, on n'a pas réfléchi, on a fait que des conneries. On a pris le meilleur architecte, les meilleurs matériaux, tout était facile. La meilleure agence de pub pour créer le logo Columbus, etc. Puis au bout d'un an, on se plante, grave. On était complètement à poil, on n'a plus un rond. Et quelque part, c'est là qu'on s'aperçoit d'un truc génial. C'est quand on n'a plus d'argent, l'imagination reprend le pouvoir. À une seule condition, c'est d'être capable de penser autrement. Quand on dit out of the box, c'est qu'on s'est dit, on peut plus être chez nous, on s'est planté, mais on va survivre, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est quand on a un projet et un rêve, et qu'on y croit encore, on trouve des solutions. Tant qu'on est encore animé par une espèce de petite lumière interne qui fait briller, qui dit, vas-y, accroche-toi, tu vas y arriver. Et c'est ça aussi le message qu'il faut faire passer à tous les entrepreneurs qui nous écoutent. Et en fait, là, on s'est dit, on va aller chez les autres. Et c'est comme ça qu'on a démarré la Fnac, par exemple. L'idée que l'argent ne donne aucun talent, ça, j'en suis absolument convaincu. L'argent rend même un peu con. Alors que, globalement, quand on n'en a pas, c'est très bien. Et on s'aperçoit pas de la capacité qu'on a. J'ai toujours que l'entrepreneur, il doit avoir une capacité phénoménale à importer des emmerdes et à exporter de l'enthousiasme. Non mais c'est notre job d'entrepreneur. Et ça, c'est un truc qu'on apprend en tant qu'entrepreneur. C'est vrai qu'il faut que beaucoup ne pensent pas à penser autrement aussi. C'est pour ça que j'aime bien regarder Elementary, parce que ce mec-là, il nous invite à penser différemment, à casser pour mieux reconstruire et à changer notre vision, notre perspective. Non mais exactement. Mais pour ça, il faut s'entourer du regard des autres. Parce qu'en fait, quand on est soi-même confronté à un problème, on voit qu'une seule issue. Alors qu'il y a une autre façon de regarder le problème, et du coup la solution vient naturellement. Exactement. Dans le chapitre qu'il faut changer. Tout n'est pas bon dans la start-up, vous dites meilleur défricheur que gestionnaire. Alors un start-upper devrait donc savoir s'accompagner d'une personne ayant l'esprit économique, sinon avoir le rôle d'innovateur dans une grande entreprise. Oui, bien sûr. Non, j'ai voulu faire un chapitre pour pas être comme un petit peu le naïf de l'histoire en disant les startups c'est formidable. Non, il y a plein de trucs qui sont pas bien dans les startups. J'ai trouvé tout un chapitre là-dessus. Ça, c'est un des nombreux sujets. Peut-être le premier, c'est qu'en général, on voit bien que les start-upers sont rarement des gestionnaires, en tout cas au départ. Moi, c'est ce que je reviens tout le temps sur Columbus, mais c'est l'expression que j'ai découverte chez Columbus. On m'a dit, il faut être un centimier. Et je pense qu'il faut être un centimier dans un métier, quel qu'il soit. Je connais pas votre Camille, votre complémentarité avec votre sœur. J'espère que l'une de vous est un peu gestionnaire, parce que c'est un outil, c'est un plus fondamental d'une équipe de start-upers. Donc c'est un des nombreux défis à relever des start-upers, oui. D'accord, super, merci pour ces conseils en même temps. You're welcome. Exact. Un prochain livre en tête? Oh non. Pas encore. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Non, moi je fais toujours des bouquins quand je suis énervé. C'est vrai ce que vous m'avez dit la dernière fois. Oui, on s'était vu pour Ne me dites plus jamais bon courage, je crois, qui était mon bouquin sur l'optimisme. Je ne supportais plus que les Français passent leur vie à dire bon courage, ça va comme un lundi, vivement la retraite. Et du coup, j'ai fait un bouquin là-dessus. Mais là, je suis pas très énervé en ce moment.